Bienvenue donc à tous pour ce webinaire. Il y a une implication forte en région des acteurs pour cette semaine des JNAI, puisqu'elle démarre aujourd'hui. Je vous rappelle, les Journées nationales d'action contre l'illettrisme, c'était le lancement ce matin. Donc pour nous, ce webinaire il constitue vraiment le lancement de cette semaine d'action. On peut dire que l'implication ne faiblit pas par rapport aux années précédentes. Évidemment, il y a moins d'actions qui ont été labellisées, mais avec le contexte de crise sanitaire, on le comprend bien. Mais il y a quand même, pour vous faire un petit cadrage, on a plus de 80 actions qui ont été labellisées au niveau de la Normandie dans le cadre des JNAI, sur 350 actions au niveau national. Donc ça veut dire quand même, vous voyez encore vraiment un engagement fort des acteurs normands. Et quand je parle des acteurs normands, vous êtes nombreux derrière l'écran, parce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas un amphi, mais derrière un écran. Vous êtes nombreux à être là, nous avoir rejoints. Beaucoup d'entre vous travaillent à Pôle emploi, parce qu'il faut le rappeler, sur plus de 80 actions qui ont été labellisées, il y en a 74 qui sont portées par Pôle emploi, puisque comme chaque année, Pôle emploi a relancé le challenge qui mobilise toutes les agences dans la région. Parmi toutes ces actions, notamment celle d'aujourd'hui, c'est un partenariat fort qui est lancé dans tous les territoires, parce qu'on voit vraiment des actions très intéressantes qui vont être menées toute cette semaine, comme je le rappelle, malgré ce contexte qui nous posait question, à savoir comment les acteurs se mobiliseraient. Et vraiment là, on voit que la mobilisation continue, d'autant plus avec le contexte. Et on sait que c'est d'autant plus important par rapport aux personnes concernées par les situations d'illettrisme qui sont encore plus, on va dire, impactées par la situation que nous vivons actuellement aussi. Donc, je le rappelle, ce webinaire a quand même 88 inscrits, donc il a eu un succès important. Il est, comme vous l'avez vu, co-organisé, vous voyez à côté de moi, on est plusieurs partenaires à l'avoir mis en place. Donc, Jean-Paul Choulan qui est à côté de moi pour Transition Pro. Puis, elles sont dans une autre salle que nous. Mais il y a aussi Sylvie Leroux de Pôle emploi Normandie et puis Chantal Juas du MEDEF qui sont nous sommes les 4 organisateurs de ce webinaire. Donc, très rapidement, je vais vous dire, même si je vous l'ai plus ou moins dit déjà, le déroulé. Donc, je vais passer la parole à Jean-Paul. Donc, il y aura la présentation après de Pascal Moulette, les réponses. Et puis après, on finira par une petite conclusion, évidemment. Important aussi en fin de webinaire, je vous donnerai l'accès via le chat au diaporama de présentation que vous aurez. Voilà, je pense que j'ai à peu près dit tout ce qu'il fallait au niveau pratique. S'il y a des questions ou des interrogations sur le côté pratique aussi, n'hésitez pas à les poser via le chat, il est là pour ça. Et je laisse la parole à Jean-Paul pour la suite. Merci Sandra. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Je me présente, donc Jean-Paul Choulan. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, mais je vois que dans les noms qui défilent, il y en a déjà un certain nombre que je peux connaître. Donc je suis secrétaire régional à la CFDT sur les problématiques d'emploi et de formation, et je suis donc président depuis le début de l'année de Transition Pro Normandie, donc qui a succédé au fonds GESIF. Et je représente donc aujourd'hui les partenaires sociaux en tant que président de cette instance paritaire. Mais je souligne également donc, qu'il y a la présence de Chantal Juast du MEDEF qui est dans une autre salle pour respecter des distances et qui, sachant que le MEDEF assure la vice-présidence de cette instance qui est paritaire, c'est important pour nous de le signaler. Et donc, c'est pour ça que si on est aussi impliqué dans ce webinaire, c'est bien pour montrer aussi l'implication des partenaires sociaux dans tous les sujets qui tournent autour de l'illettrisme. Je dois dire que si effectivement on participe à ce webinaire, Chantal et moi aujourd'hui, avec Sandra donc du CRI et puis Sylvie, Pôle emploi, ce n'est pas par hasard. Donc on a tout d'abord appris à se connaître autour de la certification CLEA du temps du COPAREF, où j'ai pu être président et vice-président aussi, qui portait CLEA en région. Nous avons également appris à nous connaître avec plusieurs d'entre vous autour de cette certification de parité interprofessionnelle, qui permet de valoriser des compétences de personnes souvent peu qualifiées et aussi de leur permettre de prendre ou de reprendre confiance en elles. Ce travail collaboratif, il nous a permis que nous impliquions ensemble aussi autour du plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme. Et donc, c'est tout naturellement que nous avons accepté à l'époque, en particulier Chantal et moi, de nous impliquer dans le pilotage de l'axe qui s'appelle donc Axe compétences et vie professionnelle du PRPLI, et qui tourne donc autour de la problématique de l'illettrisme en entreprise. Donc cette implication en particulier de deux organisations, donc MEDEF et CFDT, ça s'inscrivait bien dans la continuité du COPAREF et donc de la certification CLEA pour nous. Dans ce comité opérationnel, on a vraiment appris à travailler ensemble avec le Centre ressources illetrisme, donc MEDEF, CFDT, Pôle emploi, et en particulier le chargé de mission du SGAR,
Et puis, j'ai en particulier, parce qu'il y avait effectivement d'autres acteurs, donc un certain nombre d'organismes qui sont présents, par les OPCA à l'époque, et puis d'autres, voire des organismes de formation. On a accepté, sous la contrainte presque du chargé de mission illettrisme à l'époque, non de porter l'axe, mais parce que ça avait du sens aussi que ça soit des partenaires sociaux et donc des acteurs de l'entreprise, donc à la fois représentant des salariés employeurs qui portent cet axe. Et puis, suite à la disparition donc, du COPEREF par la loi du 5 septembre 2018, hein, mais par la suite, il y a eu donc la création de Transition Pro, donc on a repris tout ce qui tourne autour de la compétence de la délivrance des certifications CLEA, donc qui est bien une certification paritaire, donc des partenaires sociaux. Au niveau de Transition Pro, dès le départ, nous avons fait le choix de désigner un référent CLEA parmi les opérationnels, et puis qui est aussi référent illettrisme au sein de l'équipe opérationnelle. Donc c'est Jean-Paul Ledréau, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais donc qui commence à s'impliquer autour des problématiques d'illettrisme. Et donc c'est vraiment aussi un axe fort qui montre bien que les partenaires sociaux sont vraiment sur ce sujet-là en région Normandie. Alors, rapidement, Transition Pro Normandie, c'est quoi? C'est le but du webinaire, c'est pas d'en faire de la pub, mais donc je le disais, c'est une instance paritaire avec une gouvernance des organisations de salariés et d'employeurs. Dans le bureau, on retrouve les 5 organisations syndicales et puis les 3 organisations professionnelles qui sont bien dans le pilotage de cette gouvernance-là, avec des opérationnels donc qui sont en particulier impliqués sur tout ce qui est le financement des projets de transition professionnelle des salariés, avec une priorité au moins qualifiée dans les financements, c'est vraiment une des priorités. Nous gérons aussi tout ce qui est autour de la validation, enfin de juger du caractère réel et sérieux des projets des démissionnaires, hein, ça donc c'est quelque chose qui est nouveau. Donc bien sûr aussi tout ce qui est autour de CLEA, et une des missions qui nous est confiée aussi par le législateur tourne autour de l'observation et de l'analyse en région. Et donc je pense que c'est aussi un sujet qui est important, qui peut être justement lien, on peut voir des choses sur ces sujets-là. Donc, c'est un lieu d'échange, de dialogue sur les sujets d'emploi, de formation entre les partenaires sociaux qui sont aussi dans un réseau au niveau national avec une tête de réseau qui est donc Certif Pro, avec aussi une gouvernance partenaires sociaux, salariés employeurs, qui est plus interlocuteur en fait de la DGEFP, France Compétences, donc les services de l'État. Et donc, avec une volonté forte aussi, c'est que tout le réseau rentre dans une démarche d'adhésion à la NLCI. Donc, c'est des choses qui sont en train de se faire. Et donc, les transitions pro devraient, à travers Certif Pro, très rapidement être adhérents de la NLCI, ce qui montre bien aussi l'engagement des partenaires sociaux sur ces sujets-là. Quand on a vraiment travaillé sur le PRPLI, on a vu les difficultés à sensibiliser les entreprises aux problématiques en fait de l'illettrisme. D'abord, difficulté, parce qu'on a bien vu que parler d'illettrisme, c'est compliqué, et puis, et donc, pour ça qu'on a vraiment voulu parler plus des compétences en entreprise, parce que parler d'illettrisme en entreprise, ça peut être stigmatisant aussi. Et donc, des fois, il y a des entreprises qui, globalement, refusent un peu de voir ce sujet-là. On est dans un contexte actuel, donc, de post-Covid, avec un plan de relance qui commence à sortir, hein, qui met bien en exergue des besoins de travailler sur les reconversions, les montées en compétences, et tout ce qui est autour de l'intérêt de la certification CLEA pour des personnes peu qualifiées. Donc, quand on a travaillé ensemble, donc CFDT, MEDEF, CAI et Pôle emploi, tout de suite, on a mis en évidence, parce qu'on commençait à connaître les travaux de Pascal, hein, donc ça nous apparaît tout de suite une évidence de vous permettre de partager à travers ce webinaire les travaux de Pascal Moulette, et puis des gens qui travaillent avec lui aussi autour de la NLCI, sur le coût de la non-prise en charge donc de l'illettrisme en entreprise. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de le voir à travers une réunion qui a été faite avec Certif Pro sur le sujet. On veut bien, de toute façon, que nos démarches soient au cœur du système emploi-formation. Donc, on voit bien, enfin, transition pro, on voit bien qu'on est sur des sujets où on est forcément, c'est le lien entre l'emploi et comment on forme les gens aussi pour leur permettre ou de monter en compétences ou de les maintenir. Et c'est d'autant plus important pour des gens qui, effectivement, ont des difficultés au niveau de la lecture, en fait, du comptage, et puis donc une difficulté d'accès à la formation. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte. Et donc, pour nous, plus que jamais, aujourd'hui, dans le contexte, il faut prendre en difficulté, en compte les difficultés de ces salariés, en fait. Et puis pour nous, les entreprises ont également tout intérêt à se préoccuper de cette problématique pour accompagner à la fois les personnes dans leur montée en compétences qui leur sont nécessaires, mais aussi parce que on voit bien qu'on va vraiment être dans une problématique de compétences où il y a besoin à la fois, c'est vraiment l'intérêt commun, je pense, entre les salariés et les entreprises d'aller sur ces sujets-là. Donc là, vous êtes beaucoup d'acteurs autour de l'écran, parce qu'on voit un peu qui sont concernés.
on en reparlera tout à l'heure, mais on voit bien que c'est pas une fin en soi, en fait, ce webinaire. Le but, c'est vraiment que ça nous permette, à partir en particulier de l'outil que va nous présenter maintenant Pascal, de voir comment derrière on peut se l'approprier et puis aller plus loin en région Normandie. Je vais m'en arrêter là pour laisser de la place à Pascal. Merci Jean-Paul. Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Alors, je vais vous proposer d'échanger au travers de la thématique des compétences clés, et en particulier de l'intérêt des enjeux pour la performance économique, sociale, psychosociale même, hein, de traiter cette thématique pour des questions de qualité de vie au travail et de bien-être au travail, par exemple. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ma présentation, vous la retrouverez évidemment en replay, ça a été dit par Sandra, et puis vous aurez l'occasion largement de regarder tout cela, mais une présentation rapide. Donc, je suis enseignant-chercheur à l'Université Lumière Lyon 2, spécialisé en gestion des ressources humaines et droit du travail. Je suis un gestionnaire, donc avec une approche de gestion financière, budgétaire, économique et sociale des questions qui tournent autour des compétences clés et de l'illettrisme. Et mon travail consiste effectivement, comme l'a dit Jean-Paul, à essayer d'estimer ce que coûte la non-action par rapport aux situations d'illettrisme et au manque de maîtrise des compétences clés, d'évaluer les dispositifs de formation pour aider au mieux les entreprises, les acteurs de terrain, à construire des parcours de formation qui puissent être efficaces et efficients, donc dans un jeu gagnant-gagnant entre les salariés et l'entreprise. Alors ça fait un certain nombre d'années, des dizaines d'années que je travaille maintenant sur des questions d'illettrisme et compétences clés. J'ai été mobilisé par exemple dans le cadre du rapport illettrisme qui a été commandé l'an dernier par la ministre Muriel Pénicaud auprès de Christian Janin, Yves Inquin et Madame Gauzer. Et je vous propose un webinaire, des échanges, alors malheureusement qui donneront lieu essentiellement à des questions par chat. Hein. Il y a un peu de frustration par rapport au fait de ne pas être présents tous ensemble dans un amphi, mais on fait avec. Donc des échanges autour de 3 points. D'abord vous rappeler un petit peu de quoi il est question quand on parle de compétences clés et de problématiques de situation d'illettrisme, en essayant d'identifier, pour moi en tant que gestionnaire, ce qui est important, c'est d'identifier quels sont les signaux faibles, les symptômes qu'on peut rencontrer par rapport aux salariés qui sont en souffrance par rapport à cette difficulté, pour voir dans quelle situation ils sont. Et comme le disait Jean-Paul tout à l'heure, vous présentez un outil qui aujourd'hui, bientôt, je vous dirai dans quelle logique et dans quel cadre il sera mis en place. Vous présentez un outil qui permet de mesurer quelle est sa situation par rapport à cette problématique-là. Un deuxième point sur un focus sur l'impact économique, social, psychosocial de la non-action par rapport à cette thématique. Donc, quand j'ai des salariés qui sont en souffrance, qui sont en difficulté par rapport à leur manque de maîtrise des compétences clés, qu'est-ce que ça coûte à l'entreprise, individuellement et collectivement? Et puis, je terminerai par des facteurs clés de succès par rapport à tout ce que je rencontre et toutes les situations dans lesquelles je peux intervenir ou que je peux suivre. Donc, les facteurs clés de succès et les conditions d'efficacité des actions de remédiation, en vous présentant ce que pourrait être une logique de remédiation efficace et réussie par rapport à cette thématique. Alors, vous faire un rappel très rapide de ce dont il est question, évidemment, pour ne pas qu'il y ait de malentendus par rapport à cette thématique des compétences clés qui pourrait parfois entraîner les dirigeants à penser qu'on traite de haut niveau de qualification, d'experts, de compétences rares, etc., etc. Alors, les compétences clés aujourd'hui, on les identifie essentiellement, en tout cas à travers mes travaux et ce que je fais par rapport à différentes thématiques qui sont indiquées en rouge devant vous. Donc, la communication dans la langue maternelle, donc globalement par rapport à l'expression et la maîtrise du français. La compétence numérique, évidemment, qui est très, très, très importante aujourd'hui par rapport à l'environnement dans lequel évolue l'ensemble des salariés, avec les tendances à la numérisation, digitalisation, robotisation qu'on voit poindre sur tous les emplois et dans tous les métiers. La capacité à entreprendre, à organiser soi-même un apprentissage à titre individuel ou en groupe, donc thématique très, très importante dans un environnement où on souhaite que les salariés prennent en charge leur parcours et soient libres de choisir leur avenir. Hein. C'est ce que nous a proposé la dernière loi importante de septembre 2018 par rapport à la formation, par exemple. Et puis des compétences clés qui touchent aussi l'esprit d'initiative et la capacité à entreprendre, à se prendre en charge, à prendre des initiatives, etc. par rapport à sa situation. Donc on traite bien de ces caractéristiques-là, et de ces compétences-là. Alors 2 chiffres pour poser un petit peu les choses et vous montrer l'étendue de la problématique par rapport au monde économique et au monde professionnel.
Donc la DARES nous a dit en 2014 que 16% des personnes âgées de 18 à 65 ans résidant en France métropolitaine étaient en difficulté dans la maîtrise des compétences clés, donc beaucoup plus qu'une personne sur 10. Et puis 23% des Français qui s'estiment être victimes de fractures numériques et en difficulté face aux technologies. C'est ce qui ressort du livre blanc sur l'électronisme qui est sorti l'an dernier, qui a été proposé par le syndicat de la presse sociale. Donc encore une fois, près d'un salarié sur 4 qui est en souffrance par rapport à ces problématiques du numérique et par rapport à ses compétences informatiques. Alors, l'idée pour moi, c'est de vous apporter des éléments qui permettent de sensibiliser potentiellement les entreprises, les décideurs, les managers par rapport à cette thématique des compétences clés et des situations d'illettrisme, en partant d'un principe, comme disait Jean-Paul, c'est que cette question, elle est plus ou moins bien traitée dans les entreprises, il y a plus ou moins de tabous, de non-dits, de difficultés à bien estimer quelle est l'étendue de la difficulté par rapport à cette thématique. Ça peut s'expliquer. Alors, ça peut s'expliquer par 4 principaux facteurs. Moi, je rencontre des structures qui légitimement expriment le fait qu'ils n'ont pas le temps parce qu'il y a d'autres priorités, parce qu'une formation dans les compétences clés sur la gestion des connaissances de base ou l'illettrisme, c'est lourd à gérer parce que, évidemment, quand on est TPE, quand on est petite structure, faire partir des salariés en formation, qui plus est pour des formations avec un nombre d'heures relativement important, ça désorganise et ça peut mettre en difficulté l'organisation. C'est jamais le bon moment. Voilà. Est-ce que c'est le bon moment aujourd'hui, après la crise Covid qu'on vient de connaître, de lancer ce type de formation pour ces salariés? Donc beaucoup de questions qui se posent, qui légitiment le fait que parfois l'entreprise nous dit qu'elle n'a pas le temps de gérer tout cela. L'entreprise manque aussi d'informations, évidemment, par rapport à toutes ces thématiques. Ce ne sont pas forcément des thématiques sur lesquelles, en tout cas, on a une information qui est très transparente et très facile à trouver au niveau des institutions et au niveau des financeurs. Donc, elle manque d'informations à la fois sur ses besoins, parce qu'on a des salariés qui ont parfois tendance à se cacher, à éviter, à être complètement employables dans l'environnement dans lequel ils sont, donc il n'y a pas forcément de connaissance suffisante de la situation. On ne sait pas comment répondre aux sollicitations quand un salarié vient nous voir pour nous dire j'aimerais suivre une formation dans les compétences de base, dans les compétences clés. On ne sait pas forcément vers qui se tourner au niveau des acteurs sur le terrain pour pouvoir répondre efficacement à cette demande-là. Et puis, on ne sait pas forcément non plus, en termes de financement, quel dispositif on peut mobiliser par rapport à cette demande-là. Ce n'est pas son rôle aussi, parfois, c'est ce qu'on entend. Ce n'est pas à moi de former sur ces thématiques de maîtrise de la langue, de maîtrise d'un certain nombre d'aspects pour lesquels j'estime que c'est plutôt à l'école, à l'éducation nationale de faire ce travail-là. Voilà, ce n'est pas mon rôle de former aux compétences clés. Donc, on a un certain nombre d'arguments qui font que dans les entreprises et organisations en général, je parle d'entreprises et organisations publiques, privées, associatifs et tout type de structure, eh bien, on peut avoir des difficultés à prendre en charge ou à bien percevoir quels sont les besoins de ces salariés en la matière. C'est enfin pas rentable et c'est beaucoup sur cette thématique-là que je travaille en tant que chercheur en sciences de gestion, avec l'idée de pouvoir sensibiliser les entreprises aux impacts, aux effets, en termes de coûts que peut générer le fait d'être confronté à des situations d'illettrisme et à un manque de maîtrise des compétences clés, comme évoqué juste avant. Donc, ce n'est pas toujours profitable aux salariés, en tout cas, c'est ce qui ressort d'un certain nombre de discours que j'ai pu entendre de la part de décideurs et de managers ou dirigeants. La possibilité de transfert des acquis, connaissances de base, n'est pas toujours très simple sur les postes de travail. Donc, il y a aussi cette idée qu'on investit sur des connaissances de base sans forcément avoir un retour sur investissement qui sera très positif et très favorable à l'entreprise, avec des engagements financiers qui sont jugés parfois trop importants et un retour sur investissement, comme je vous le disais, qui est difficile à mesurer. Donc un problème de connaissance, d'information, de rentabilité et puis de rôle, globalement, en termes de responsabilité, est-ce que c'est à moi ou pas de gérer cette thématique. Alors je travaille à partir d'un certain nombre de théories en tant que chercheur. Alors, je vais pas vous alimenter trop en théorie, mais il y en a une qui me paraît particulièrement important à investir, à la fois sur des questions sociales et psychosociales pour bien comprendre quelles peuvent être les stratégies d'acteurs par rapport à ces éléments. Donc la théorie de la préservation des ressources, je vais aller très vite. Cette théorie, elle a un intérêt majeur, c'est qu'elle nous explique
en quoi est-ce que certains salariés, par leur manque de ressources, sont peu enclins à investir du temps, à investir de l'énergie, à investir de l'initiative, en tout cas à engager des ressources pour faire en sorte de pouvoir sortir de leur situation. Donc c'est une théorie qui nous permet de détecter quels sont finalement les cycles de gains, les cycles de pertes, les cycles d'apprentissage, les cycles de désapprentissage, parce que malheureusement, on désapprend quand on n'entretient pas suffisamment ses connaissances et ses compétences en la matière. Donc, quels sont ces cycles-là et comment est-ce qu'on arrive à expliquer qu'au bout d'un certain temps, on a des salariés qui sont parfois trop éloignés des besoins, trop éloignés des exigences de l'entreprise, et puis qui ne sont pas en capacité non plus, compte tenu de leur situation, compte tenu de leur faiblesse, compte tenu de leurs faibles ressources, eh bien de mettre en œuvre un certain nombre d'éléments pour essayer de chercher à accroître son capital. Voilà, donc ça c'est une base théorique qui est très intéressante pour essayer de détecter en quoi est-ce que la richesse ou le manque de ressources joue sur la capacité à investir ou s'investir pour accroître ou diminuer son capital, et par rapport à la population des salariés en compétences qui manquent de compétences clés, eh bien, on a des éléments d'explication qui peuvent, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, qui peuvent par exemple nous expliquer pourquoi est-ce que ces salariés ou ces agents eh bien, peuvent être en difficulté pour suivre des formations et parfois refusent d'aller en formation. Ils s'inscrivent, mais le jour J, ils ne sont pas au rendez-vous. Et donc, on a un certain nombre de raisons qui peuvent être exprimées par rapport à cet élément théorique, en tout cas des causes qui sont apportées. Donc, on a par exemple la peur de dévoiler son handicap par rapport aux personnes que je vais rencontrer par ailleurs au sein du groupe de formation, à cause de difficultés logistiques, par exemple également, de difficultés pour se rendre sur le site qui a été défini pour suivre la formation, difficultés dans la gestion du temps de travail, peur de sentiments de stigmatisation, traumatisme lié au sentiment de retour à l'école, besoins jugés individuels et non professionnels parfois. On a des salariés qui estiment qu'effectivement, comme je l'ai dit pour les entreprises, c'est plutôt une démarche individuelle qui doit être mise en place, par peur de perdre son emploi, par manque de confiance en soi. Donc on a un certain nombre d'éléments qui nous permettent d'expliquer pourquoi est-ce qu'on est dans une spirale, pas d'échec, mais dans une sorte de cercle vicieux qui m'empêche d'aller suivre des formations comme les autres, j'aurais tendance à dire, parce qu'on a une forte sensibilité donc à la perte de ressources et parce qu'on est dans une situation non propice à l'investissement en ressources pour en gagner de nouvelles. Donc un ancrage théorique qui est très important et très intéressant ici pour nous permettre encore une fois de comprendre la stratégie des acteurs par rapport à ce qui se passe au sein de l'entreprise par rapport à son contexte. Alors, ces salariés en difficulté dans la maîtrise des compétences clés, eh bien, ils déclenchent, ils génèrent, ils sont à l'origine de plusieurs types d'impacts pour la performance individuelle, pour la performance collective, pour la dimension économique, la dimension sociale, psychosociale, qualité de vie au travail, pour la marque employeur. Et donc, mon travail de chercheur consiste à étudier quels sont les impacts de ces problématiques-là sur la qualité des produits ou des services en fonction de votre contexte professionnel, si vous êtes dans le privé, dans le public, et en fonction de votre activité, évidemment. Des impacts sur la qualité de prise en charge de vos clients, de vos usagers, si vous êtes dans une structure qui a cette capacité à avoir cette relation directe avec un client ou usager. Impact sur la relation avec les parties prenantes internes et externes. Donc, qu'est-ce que ça coûte d'un point de vue économique, social, psychosocial que d'avoir des salariés dans une équipe qui sont en difficulté par rapport à la maîtrise des compétences clés. Impact sur le fonctionnement général, sur les managers, et puis impact sur le niveau de productivité générale de l'entreprise et son niveau de performance. Alors, pour aider les structures à se positionner par rapport à cette thématique-là, je vous ai dit en introduction que mon travail consistait à essayer de détecter quels sont les signaux faibles qui pourraient nous permettre de savoir si oui ou non nous pouvons être confrontés à des salariés qui sont en difficulté par rapport à la problématique des compétences clés. Je vais vous en afficher un certain nombre de ces signaux et ensuite je vais basculer comme l'a exprimé Jean-Paul tout à l'heure, sur un outil que j'ai développé à la demande du ministère du Travail, qui est aujourd'hui développé par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, outil que j'ai développé avec Unilearn pour permettre de se positionner par rapport à cette thématique. Donc quelques exemples de signaux faibles qui permettent à une entreprise de s'interroger sur les différentes manifestations possibles de difficultés et qui lui permettent de faire une sorte de mini-diagnostic de sa situation. Alors, avez-vous des collègues chefs managers qui estiment être sursollicités par certains membres de leurs équipes? Alors, évidemment, on peut avoir des sollicitations pour tout, mais l'idée, c'est d'essayer de détecter quelles sont les sursollicitations qui proviennent d'un manque de maîtrise de l'écrit, d'un manque de maîtrise des compétences clés, et qui ferait que ensemble dans l'équipe, on est obligé de pallier
ces difficultés en diffusant de façon plus importante de la formation, en allant voir les personnes sur place, etc., etc. Deuxième point, avez-vous déjà eu l'impression de devoir créer une sorte de voie de garage pour pouvoir occuper un salarié, un agent? Dans certaines structures, effectivement, on a des difficultés à faire évoluer un certain nombre de salariés et je vois, j'en ai rencontré un certain nombre d'organisations qui s'efforcent d'essayer de trouver une activité qui pourrait correspondre à la personne pour pouvoir l'occuper tout simplement, surtout quand on est dans une logique sociale et sociétale par rapport à cette personne-là. Voilà, est-ce qu'on a ce type de salarié-là au sein de sa structure? Est-ce qu'on a parmi nos salariés des agents qui n'expriment jamais de besoin de formation, des personnes qui n'expriment jamais de besoins particuliers par rapport à cette thématique et qui parfois ne se sont pas formés depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas. Des salariés qui contournent les outils en créant leur propre référentiel de travail, de contrôle ou de mesure. Donc on voit que certains salariés prennent des notes, font des dessins, passent par des symboles, passent par des stratégies qui leur permettent de contourner un petit peu leurs difficultés en créant d'autres outils qui leur permettent tout à fait d'être efficaces et de pouvoir tenir leur poste. Avez-vous déjà été surpris par le stress ou la violence de la réaction de certains salariés suite à l'annonce d'un changement? Alors, on voit cela, évidemment, quand on propose à certains salariés des changements de poste, des changements d'environnement de travail, des changements de chef, des changements de locaux, quand il y a un déménagement, quand on vient modifier un petit peu toutes les routines que ces salariés ont pu développer pour s'aménager des zones de confort, des zones de sécurité par rapport à leurs difficultés. Donc, pour donner l'illusion, en tout cas, de tout maîtriser, quand il y a un changement, évidemment, c'est synonyme de très, très, très fortes perturbations par rapport à cette dimension-là. Avez-vous, parmi vos salariés agents, des personnes qui n'ont pas suivi de formation depuis plus de 10 ans? Je vous le disais tout à l'heure, vous a-t-on déjà prétexté un oubli lunettes, la phrase classique pour vous expliquer une impossibilité de lire un document. Donc, à partir d'un certain nombre de ces signaux faibles, une cinquantaine, une centaine, mon travail a consisté à créer un outil de mesure de sa potentielle situation. Et donc, l'outil, il permet plusieurs points. Il permet d'abord de mesurer quel est son risque d'être confronté à des situations d'illettrisme. Et cette mesure-là, elle est construite à partir de ce que l'on sait sur ces situations d'illettrisme, donc à partir des études qui ont été menées par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, par l'INSEE, par différents acteurs de terrain, parce qu'on sait des choses, on sait qu'il y a plus de salariés en situation d'illettrisme dans certains secteurs d'activité, qu'il y a des profils qui sont plus touchés que d'autres, qu'il y a des âges qui sont plus touchés que d'autres, que les hommes sont plus touchés que les femmes, etc. etc. Je ne vais pas vous faire l'éventail ici des éléments connus sur cette thématique. Donc, mais l'idée, ça a été de reprendre l'ensemble de ces éléments-là pour qu'à partir d'un certain nombre de questions, on puisse dire à la personne, voilà, compte tenu de votre situation, vous êtes une situation à risque par rapport à la question. Vous avez 25% de risque d'avoir des salariés en situation d'illettrisme. Vous avez 50% de risque d'avoir ce type de salarié. Vous avez 75% de risque. Donc, on arrivera, vous le verrez, je vais vous faire une petite démonstration à ce type de résultat-là. On a un deuxième niveau, ensuite, à partir de ce premier chiffre de risque au potentiel d'être confronté à des situations d'illettrisme. On a un deuxième niveau qui nous permet de détecter si oui ou non, au sein de nos structures, compte tenu des réponses que l'on a données, on a des salariés qui sont dans des stratégies de contournement de leurs difficultés. Ça veut dire qu'ils mettent en œuvre un certain nombre de stratégies pour donner l'illusion d'une parfaite maîtrise, donc avec, par exemple, je le disais tout à l'heure, la création de leurs propres outils de contrôle ou de mesure, ou qui passent par un système de solidarité locale, voilà, qui sollicite beaucoup leurs collègues de travail pour pouvoir faire à leur place. Donc, ils contournent la difficulté. Donc, l'outil permet de mesurer un petit peu quel est l'état de la situation par rapport à cette stratégie de contournement. Même chose par rapport à la stratégie d'évitement. On a des salariés qui, compte tenu de leurs difficultés, ont tendance à fuir des responsabilités, fuir des formations, fuir des rencontres, fuir des audits qui se déroulent dans l'entreprise, etc., etc. Donc, où en est l'entreprise par rapport à ces stratégies d'évitement? Et puis, quatrième point, cet outil permet de mesurer quel est potentiellement l'impact économique du maintien de salariés en difficulté par rapport à ce manque de maîtrise des compétences clés avec l'état potentiel des impacts économiques des difficultés rencontrées par les salariés et agents. Alors, je vais vous proposer de basculer tout de suite sur cette démonstration par rapport à cet outil. Un outil que nous avons créé avec Unilearn cette année, en début d'année, donc à la demande du ministère du Travail,
pour faire en sorte d'apporter un outil qui permet en quelques minutes, 5-6 minutes, vous allez voir, c'est assez rapide, qui permet en quelques minutes aux entreprises de se positionner par rapport à cette thématique-là. Alors aux entreprises, mais aussi à d'autres personnes de l'entreprise, évidemment. Ça peut être un manager, ça peut être un service entier, ça peut être différentes ressources. Alors, l'idée, c'est de commencer par connaître la personne qui nous répond. Donc, je vais aller assez vite. Il y a une dizaine de questions qui sont essentiellement destinées à donner des éléments statistiques pour essayer de bien comprendre qui a répondu. Alors, je vais dire que je suis, par exemple, une PME. Alors, mes réponses ont peu d'intérêt, donc je vais aller assez vite. Je suis une PME. Mon secteur d'activité, c'est le privé. L'âge moyen de mes salariés, je vais noter qu'ils sont entre 40 et 50 ans, peu importe, encore une fois. Vos collaborateurs sont en majorité des hommes, allons-y. L'ancienneté dans mon entreprise, elle a entre 10 et 20 ans, mon entreprise. Votre taux d'absentéisme est de 0 à 3%, encore une fois, peu importe. Je continue. Est-ce que j'ai des salariés qui travaillent la nuit ou le week-end? Je vais dire non. Est-ce que, globalement, mon plan de développement des compétences bénéficie à 20, 50, 65, 80% à la population TAM et cadre, je veux dire à plus de 50% à la population TAM et cadre. Diriez-vous que votre entreprise structure, vous avez plutôt une culture de l'écrit, une culture de l'oral, une culture du numérique? On va noter qu'on a un mixte de tout ça. Et enfin, dernière question, estimez-vous bien connaître la problématique de l'illettrisme? Je vais mettre que oui. Encore une fois, peu importe. L'idée, c'est véritablement d'avoir des éléments de statistiques pour ensuite faire des croisements par rapport aux réponses qu'on va avoir par la suite. Donc, l'outil me propose de poursuivre le diagnostic. Et là, je vais rentrer dans l'estimation potentielle du risque d'être confronté aux situations d'illettrisme, encore une fois, par rapport à ce que l'on sait des situations, ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport aux chiffres qui sont donnés par l'INSEE, par la NSCI, ou un certain nombre d'acteurs. Donc, mon secteur d'activité, je vais noter que je suis dans la propreté. Je vais noter que j'ai essentiellement, donc, en termes de salariés, j'ai essentiellement des employés. Quelle est la catégorie d'âge la plus représentée dans ma structure? 40-50 ans, par exemple. Quel est le niveau de diplôme le plus représenté? Peut-être que dans la propreté, au niveau des employés, je suis sur du bac ou du bac pro, voire sans diplôme. Les ouvriers employés représentent 50% des effectifs et plus. Parmi la catégorie ouvriers employés, diriez-vous qu'ils sont moins de 20% sur une formation tous les ans, moins de 40%, 40 à 60%? Je peux peut-être mettre moins de 40% sur une formation tous les ans. Parmi vos salariés, direz-vous qu'il est possible que certains ne soient jamais allés en formation ces 5 dernières années? Oui, probablement que certains ne sont jamais allés en formation ces 5 dernières années. Votre processus de recrutement intègre-t-il systématiquement un test de niveau de maîtrise de l'expression écrite? Je vais marquer que je ne contrôle pas forcément tout ce qui se passe au niveau de ce test-là. Avez-vous dans votre entreprise structure des postes qui n'ont pas évolué depuis 10 ans ou plus? Alors peut-être que dans la propreté, oui, peut-être qu'il y a des postes qui n'ont pas beaucoup évolué. Et enfin, dernière question, avez-vous au sein de vos effectifs des salariés maîtrisant mal les compétences de base en lecture, écriture ou calcul? Je vais mettre non. Et donc là, on va arriver à un scoring à partir de ces premières réponses-là, qui va nous donner une estimation, compte tenu de mon secteur d'activité, compte tenu des caractéristiques de mes salariés, compte tenu des informations que j'ai livrées. Donc une estimation de risque d'être confronté à des situations d'illettrisme. Donc là, j'arrive par rapport à ce que j'ai donné comme réponse, donc le fait d'avoir essentiellement des employés dans la propreté, bas niveau de qualification, etc., potentiellement, j'ai un risque qui est estimé à 75% d'avoir des salariés en situation d'illettrisme et en souffrance par rapport à mes effectifs. Et donc, compte tenu de ce chiffre-là, évidemment, on va inciter le répondant à aller plus loin par un diagnostic plus complet qui va basculer ensuite sur les problématiques de signaux faibles des situations d'illettrisme pour estimer quel est leur niveau d'évitement, leur niveau de contournement et l'impact économique et financier que peuvent avoir ces difficultés. Donc, je poursuis avec le diagnostic et au travers de 21 questions, je vais avoir cette cartographie de ma situation par rapport aux impacts. Avez-vous déjà détecté des salariés en difficulté dans leur emploi à cause d'un manque de maîtrise des compétences numériques ou de la lecture, écriture, calcul? Je vais noter non. Alors, là, encore une fois, peu importe, je vais mettre des réponses à peu près au hasard. Et l'idée, c'est de vous montrer à quoi est-ce qu'on arrive, à quoi est-ce qu'on aboutit. Évidemment, c'est ce qui est le plus intéressant à mon avis. Avez-vous parfois des salariés qui refusent d'aller en formation? Je vais mettre non également. Je vais peut-être mettre 3 non et 3 oui. Tiens, on verra bien ce que ça donne à la fin. Avez-vous parfois l'impression de vous surengager, de vous surinvestir pour vous assurer que vos collaborateurs ont bien compris certaines informations? Je note non.
Je vais basculer sur 3 oui. Avez-vous des collègues chefs managers qui estiment devoir prendre en charge une partie du travail de leurs collaborateurs? Donc on serait ici sur des glissements de fonctions avec des salariés qui ne sont pas en capacité de pouvoir tenir leur poste correctement. J'ai noté oui. Avez-vous dans vos effectifs des salariés qui contournent vos outils en créant leur propre référentiel de travail, de contrôle, de mesure? On en a parlé tout à l'heure, donc des salariés qui créent par exemple des dessins pour pouvoir suivre différemment des procédures. Avez-vous déjà été surpris par le stress ou le refus de certains salariés suite à l'annonce d'un changement? On en a parlé aussi. Voilà, j'en suis à mes 3 oui. Je vais rebasculer sur 3 non. Avez-vous parmi vos salariés des personnes qui n'ont pas suivi de formation depuis plus de 10 ans? On va mettre non. Avez-vous déjà eu l'impression de devoir aménager un poste pour pouvoir occuper un salarié qui avait des difficultés? Je vous l'ai montré aussi tout à l'heure, on va noter non. Arrivez-vous à anticiper que certains salariés seront absents lorsque tel ou tel événement est organisé dans votre entreprise, donc des formations, des audits ou une visite de personnalité extérieure? 3e non. Je rebascule sur du oui. Avez-vous le sentiment d'avoir dans vos effectifs des salariés au comportement frondeur, donc des salariés qui n'utilisent pas les documents de travail, qui ne respectent pas les consignes, etc., qui peuvent être jugés comme frondeurs effectivement? Avez-vous parmi vos salariés des personnes qui n'expriment jamais de besoin de formation? Encore un oui. Hormis pour des questions d'organisation familiale, avez-vous dans vos équipes des salariés qui préfèrent ou préféreraient travailler en horaire décalé ou de nuit? Je mets un 3e oui ici. On rebascule sur du non. Avez-vous des collègues chefs managers qui estiment être sursollicités par certains membres de leurs équipes? Non. Y a-t-il dans votre entreprise des personnes qui vous donnent l'impression de fuir lorsque vous les croisez ou vous les mobilisez sans avertissement préalable? On va noter non. Avez-vous l'impression que vos salariés sont toujours en surcharge de travail, qu'il manque des effectifs, qu'il y a trop d'heures supplémentaires non justifiées par un surcroît d'activité? 3e non. On va rebasculer sur du oui. Avez-vous parmi vos salariés des personnes qui ne souhaitent pas évoluer ou changer de poste? Oui. Vous a-t-on déjà prétexté un oubli lunettes pour vous expliquer? Je suis sur du oui. Vous arrive-t-il d'avoir des clients insatisfaits à cause d'un produit, service défaillant suite à une mauvaise application d'écrit? Encore un oui. Et on va finir avec des non. Y a-t-il dans votre entreprise structure une personne ressource vers laquelle les salariés se tournent pour répondre à des besoins personnels? Ça peut être le médecin du travail, ça peut être des personnes à l'accueil, à la réception, etc., etc. Non. Avez-vous l'impression que votre structure s'auto-censure sur le développement potentiel du fait d'un manque de compétences de certains collaborateurs? Non. Et enfin, dernière question, vous arrive-t-il de faire appel à du personnel intérimaire pour pallier un manque de compétences de vos équipes? On répond non. Donc 21 questions qui vont nous permettre, je vais vous afficher les résultats tout de suite, qui vont nous permettre d'avoir un scoring et donc une toile d'araignée là que vous voyez, un radar, pardon, j'arrivais plus à trouver le terme, un radar qui nous permet de voir un petit peu quelle est la situation de l'entreprise en matière d'incidence des situations de manque de maîtrise des compétences clés ou de situation d'illettrisme sur les coûts, donc l'impact économique. Donc là, l'impact économique par rapport aux réponses que j'ai pu donner, il n'est pas très important. Les scorings se font sur 23 points possibles et on est a priori autour de 9. Oui, c'est ça, c'est marqué. Incidence évitement, donc évitement, la situation et stratégie de fuite par rapport à ces difficultés, on est sur un indicateur de 11, c'est pas très très important. Par contre, on a une incidence contournement, a priori, qui est relativement importante dans cette structure, puisqu'on arrive à un chiffre de 17, ça veut dire que on a parmi les salariés des salariés qui sont très compétents, qui sont dotés d'un savoir-faire très important et qui arrivent, malgré leurs difficultés, à assurer leur poste, à faire en sorte de pouvoir donner satisfaction malgré leurs difficultés. Ensuite, l'outil permet de télécharger les résultats. Je vais les télécharger. Donc là, vous allez voir apparaître une explication complète des résultats obtenus par l'entreprise avec une reprise des incidences coûts, évitement et contournement, et puis une explication de ce à quoi ça correspond concrètement pour la structure avec des exemples de ce qui peut arriver au sein de l'organisation. Et puis, vous l'avez vu, ici, un kit de remédiation. Et ce kit de remédiation, eh bien, il est en phase de construction, puisque l'idée, c'est de pouvoir accompagner chacun des répondants par rapport à ces réponses. Et donc, au niveau de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, on travaille actuellement à la construction de ce kit pour faire en sorte que chaque répondant ensuite puisse trouver des ressources pour aller plus loin, pour trouver des dispositifs, pour trouver potentiellement des financements. En tout cas, trouver un contact, trouver une personne qui lui permettra de pouvoir soit avoir des précisions, soit lancer une action compte tenu de la situation qui a été décrite au travers de cet outil et de ce diagnostic. Voilà pour l'outil diagnostic. Je vais reprendre la main sur ma présentation. Donc cet outil qui permet de faire le point, globalement, rapidement,
je ne sais plus combien de temps ça a duré, mais vous voyez que c'est assez rapidement sur sa situation par rapport à cette problématique-là, qui permet de sensibiliser, de mettre des mots sur des choses qu'on a pu détecter dont on n'avait pas identifié l'origine potentiellement par rapport aux difficultés qui pouvaient être rencontrées par des salariés en manque de compétences clés, en difficulté par rapport à ces éléments. Je vais vous donner quelques exemples précis maintenant d'impact sur la performance individuelle de ce manque de maîtrise des compétences clés. Donc évidemment, on peut avoir parfois des manques de compréhension des écrits, ça peut être n'importe quel type d'écrit, des consignes, des règles, des règlements, des affichages, des procédures, etc., etc. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir quels sont les impacts et les incidences de ce manque de compréhension des écrits. On peut avoir évidemment des appréhensions par rapport aux changements, je vous le disais tout à l'heure, les changements de poste de chef ou de travail. Et puis, on a des incidences également parce que ce sont des salariés qui, malgré tout, s'investissent pour se créer des zones de sécurité. Elles peuvent être soit contre-productives, soit être à l'origine de mobilisation de temps très importants, soit occasionner une prise en charge d'un certain nombre d'activités par d'autres personnes, etc., etc. Donc l'idée, c'est d'essayer de mesurer tout ça avec les entreprises et les salariés en question pour voir quelle peut être l'incidence sur la performance individuelle. On a aussi des incidences évidemment sur la performance collective, en particulier quand les stratégies d'acteurs consistent à mobiliser leur entourage pour pallier ces difficultés, quand c'est quelqu'un d'autre qui remplit le tableau de bord, quand c'est quelqu'un d'autre qui remplit le tableau Excel, quand c'est quelqu'un d'autre qui, etc., etc. Donc, on a des équipes qui peuvent être sursollicitées par leurs collègues pour compenser ces problématiques et cette difficulté à remplir un certain nombre d'exigences de l'entreprise. Donc, sursollicitation de collègues, prise en charge d'activités en dehors de sa fiche de poste et globalement aussi parfois des difficultés d'organisation quand on décide qu'on n'a pas les compétences suffisantes pour pouvoir planifier de telle ou telle façon une production, quand on a des difficultés pour faire un remplacement, etc. Donc des difficultés d'organisation qui génèrent aussi des pertes de temps, des problématiques de productivité, des risques et des insatisfactions. Ça peut être insatisfaction de clients internes ou d'usagers, ou des insatisfactions globalement des personnels. Alors deux exemples pour illustrer tout cela. L'exemple dans une PME de la métallurgie, donc où j'ai eu l'opportunité de travailler. Une PME de 52 salariés. Alors, 52 salariés, on peut estimer qu'on se connaît tous, qu'on se côtoie tous toute la journée et qu'a priori, il n'y a pas de... Il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de malentendu par rapport à ces réelles compétences. Donc l'idée, ça a été de faire des entretiens avec le personnel pour voir un petit peu quelle était la situation. Donc 8 entretiens individuels avec les membres du comité de direction, le directeur et les chefs de service, et puis 10 entretiens avec des salariés de 2 services particuliers qui paraissaient a priori un petit peu plus en difficulté que d'autres par rapport à ces thématiques-là. Et donc l'idée, ça a été d'essayer de mesurer quel était l'impact social, psychosocial et économique des difficultés rencontrées par un certain nombre de salariés, avec la mise en évidence d'un premier élément qui est très très important quand on traite de cette thématique des compétences clés et des situations d'illettrisme, c'est de bien avoir conscience que ce sont des salariés qui sont dotés de compétences spécifiques. Ça veut dire qu'ils sont dotés d'un savoir-faire très important, d'autant plus important s'ils se sont aménagés des zones de sécurité, des zones de confort, des zones de maîtrise de leur environnement de travail. Donc ils ont déployé des capacités cognitives qui peuvent être très importantes par rapport à cet état de fait. Donc pour la majorité, ce sont des salariés qui peuvent satisfaire aux exigences des postes et de l'employeur. Ils sont dotés d'une intelligence situationnelle qui peut être exacerbée, compte tenu de ce que je vous disais, leur capacité à se créer des espaces de travail sécurisés. Mais ce sont des salariés qui ont des compétences dites spécifiques parce qu'elles sont fragiles, vulnérables. Elles sont évidemment mobilisables dans un environnement qui est relativement stable. Or, quand on est dans ce type de structure avec cette PME qui souhaite passer au lean manufacturing avec un management visuel et qui change un petit peu son mode d'organisation, là, on arrive à révéler des difficultés, alors que jusqu'à présent, on avait l'impression d'une quasi-parfaite maîtrise des emplois et des postes. Donc, des salariés qui peuvent être en grande difficulté quand l'environnement devient instable et non maîtrisable, parce que le savoir-faire qu'ils ont pu déployer depuis des années devient obsolète compte tenu des nouvelles exigences des postes. Dans cette PME, le changement est vécu comme une épreuve. Je vous ai mis quelques verbatims rapidement. Je vais pas les lire, mais des salariés qui expriment leur stress, qui expriment leur inquiétude, qui expriment leur panique par rapport à ces modifications-là et qui se posent véritablement la question de savoir comment est-ce que l'entreprise va pouvoir les intégrer dans l'avenir compte tenu de leurs difficultés à progresser, à se former
et à répondre à ces exigences-là. Deuxième exemple, je vous montrerai ensuite des chiffres, hein, évidemment. Deuxième exemple, un exemple dans la fonction publique avec un établissement public d'une dizaine d'agents qui occupent des employés des espaces verts, des employés d'entretien des locaux, de la restauration, etc. Donc, avec un certain nombre de personnes, soit contractuelles, soit de catégorie C. Donc, avec dans cet établissement, des personnes qui ont exprimé un certain nombre de difficultés qui impactent la performance collective de la structure, avec des pertes de temps des managers et des collègues liées au manque de compétences pour utiliser des ordinateurs. Alors, par exemple, je donne un exemple, ces salariés-là, ces agents-là ont des informations à collecter et à renseigner sur le site de la région. On a un certain nombre de salariés et d'agents qui ne sont pas en capacité de faire cela et donc qui sollicitent leur manager pour le faire à leur place. Des pertes de temps liées au manque de compétences des agents pour renseigner des formulaires. Ça peut être les formulaires liés, par exemple, aux entretiens annuels ou professionnels. Perte de temps des responsables, je l'exprimais tout à l'heure, pour diffuser des informations qui sont parfois écrites, mais des responsables qui sont obligés de parcourir tous les couloirs pour s'assurer que chaque personne a bien pris en compte l'information. Et donc, on a à la fois une information qui est diffusée oralement et l'obligation de faire par écrit, et l'obligation de faire aussi une information orale. Une sous-utilisation de machines, c'est un établissement qui est doté d'équipements, en particulier de lavage très performants, et donc on peut s'apercevoir que du fait d'un manque de lecture de consignes, d'un manque de procédures, d'un manque de notices, on a une sous-utilisation de ces machines, ce qui peut occasionner évidemment des coûts, perte de temps liée à la construction de documents de travail visuels spécifiques qui tiennent compte des difficultés de certains agents, des sursollicitations hiérarchiques, on en a déjà parlé, et puis l'obligation parfois de recruter des externes, des contractuels, parce qu'on estime qu'en interne, on n'a pas les compétences suffisantes pour pouvoir réaliser tel ou tel travaux ou pour pallier telle ou telle absence. Donc un certain nombre de problématiques de ce type-là qui évidemment impactent la performance économique de l'entreprise. Donc on va retrouver dans ces estimations des surcoûts liés aux régulations des erreurs. Dans certains systèmes productifs, dans certaines structures, on détruit, on corrige, on refait, on répare, etc., etc. On a aussi comme incidence économique des estimations liées à l'absentéisme. L'absentéisme, évidemment, qui peut être lié à cette problématique de compétences clés, de stress, de peur d'être détecté, de peur de rencontrer des situations de travail non maîtrisables à l'avance, donc de l'absentéisme, du turnover, de l'absence en formation, des heures supplémentaires qui sont générées par les collègues qui pallient les difficultés, etc., etc. Des freins au développement de nouveaux projets avec des structures qui disent moi, compte tenu des salariés ou des agents dont je dispose, je ne peux pas aller plus loin dans mon développement managérial, dans mon développement produit, dans un certain nombre de points. Donc là on a des autocensures de la part des structures, et puis des risques qui sont difficilement évaluables financièrement, mais qu'on détecte par rapport à ce qui se peut passer dans l'environnement. Donc je reviens sur le cas de la petite et moyenne entreprise dont je vous citais l'exemple tout à l'heure. Donc là, on a estimé quels pouvaient être les coûts liés à ces situations d'illettrisme, à ce manque de compétences clés. On est arrivé à un certain nombre de milliers d'euros. Ce n'est pas très important pour vous de savoir que ça fait 23 000 et quelques euros de temps supplémentaire. Ce qui est peut-être plus parlant pour vous, c'est de savoir que ça correspond à peu près à 4,4% de sa masse salariale annuelle à cette entreprise, le fait d'avoir des salariés qui sont en difficulté par rapport à la maîtrise de ces compétences clés. Autre exemple, dans un service de logistique, donc service de logistique de 61 salariés, des estimations qui nous ont permis de détecter qu'on était à 2,8% de la masse salariale annuelle du service, avec cette fois-ci des surtemps qui sont très importants, 133 000 euros et quelques de surtemps, et puis des erreurs en logistique qui ont entraîné des pertes de production estimées à une trentaine de milliers d'euros. Globalement, par rapport à toutes les estimations que j'ai pu faire de ces impacts économiques des situations d'illettrisme, on est entre 2, 5, 6% de la masse salariale, généralement, qui est en termes de coût par rapport à ces situations-là. Dans l'établissement public, eh bien, l'ensemble des dysfonctionnements et l'ensemble des difficultés des salariés font que, globalement, eh bien, l'établissement a une perte d'heures qui est équivalent à peu près un équivalent temps plein de la structure. Donc, sur 17 agents, on a à peu près une perte de poste par an pour pallier ces difficultés liées au manque de maîtrise des compétences clés. Sur la performance sociale, la qualité de vie au travail, évidemment, l'idée, c'est de détecter quels sont les impacts pour les salariés qui souffrent par rapport à leur peur, par rapport à leur stress, par rapport
à la modification de leur environnement de travail. Donc l'idée, c'est de travailler aussi sur cette thématique-là. L'idée, c'est de montrer que ces salariés ont une très très forte appréhension par rapport au changement. Donc ce sont des salariés qui très souvent ne notent pas de désir de partir en formation, notent pas de désir de changer de poste, de changer d'environnement, etc. Donc je suis bien, tout va bien, je ne souhaite pas changer. Voilà, ce sont des verbatims qui sont très souvent entendus de la part de ces personnes-là. Des agents ou des salariés qui développent un sentiment de non-intégration par rapport à l'entreprise. Et puis des organisations dans lesquelles, compte tenu de ces difficultés, on a un climat social qui est tendu parce qu'on a toujours l'impression d'être en sous-effectif, parce qu'on a toujours l'impression de courir de partout, parce qu'on a toujours l'impression d'être en surcharge de travail. Sur la marque employeur, c'est aussi une variable qui est très importante à travailler, puisque évidemment, ce manque de maîtrise des compétences clés peut avoir un impact sur l'image de l'entreprise qui maintient des salariés qui sont en difficulté par rapport à ces problématiques-là, ou dans la fonction publique, l'image d'une structure publique qui a du mal à prendre en charge les besoins de ses usagers compte tenu des difficultés qui sont rencontrées par un certain nombre de ses agents. Alors l'idée, évidemment, c'est de travailler sur des ressources qui peuvent permettre à ces structures, à ces organisations, à ces managers et à ces salariés, évidemment, de dépasser toutes ces difficultés et de sortir un petit peu du cercle vicieux dans lequel ces salariés-là semblent confinés, semblent enfermés. Et donc l'ensemble des structures dans lesquelles j'ai pu intervenir, que j'ai pu suivre depuis ces dizaines d'années, m'amène à un certain nombre de conclusions par rapport aux pistes qui permettent de bien agir, d'être efficace, d'être efficient par rapport à ces situations. D'abord, le premier point qui paraît très important, c'est, et ça reprend un petit peu des éléments de la théorie des ressources que je vous ai présenté très rapidement juste avant, l'idée c'est d'exploiter des ressources énergétiques. Ce sont des personnes qui sont dotées d'un savoir-faire très 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 important qu'il faut impérativement valoriser. Valoriser les acquis, valoriser les savoirs enfouis, valoriser les savoir-faire, valoriser les compétences professionnelles pour faire en sorte d'exploiter ces éléments-là et de les réinvestir dans un cadre formatif pour faire en sorte que on commence à travailler sur la confiance en soi et sur des éléments qui vont permettre à ces individus de réenclencher une démarche d'apprentissage. Alors, il faut trouver des leviers pour permettre à ces salariés de reprendre confiance en eux et d'avoir des actions de remédiation ou d'accompagnement. Tout à l'heure, Sandra a exprimé le fait qu'il y avait beaucoup de personnes de Pôle emploi devant l'écran. L'idée, c'est de pouvoir travailler justement sur ces ressources qui existent, qui sont très importantes, et de valoriser la propension à les réinvestir, ces ressources-là. Ça, c'est le premier point. Second point, l'idée, c'est d'essayer de créer ce qu'on appelle une clé motivationnelle, donc un levier, quelque chose qui va créer le déclic pour traiter la fatigue émotionnelle et redonner confiance. Ça aussi, c'est très 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 important. Et il n'y a pas pire qu'une entreprise qui laisserait le soin à un individu de gérer sa remédiation de façon individuelle. Ce salarié, il a besoin d'un signal fort politiquement. Il a besoin d'un collectif, il a besoin en tout cas de sentir qu'un collectif est derrière sa démarche. Donc le signal politique fort envoyé par sa hiérarchie ou par une direction, c'est un élément très très important pour faire en sorte que l'action soit efficace. Un parcours de relèvement des compétences professionnelles, l'idée c'est évidemment de travailler sur les compétences de base, sur le langage, la lecture, l'écriture, le calcul, mais avant tout, il faut redonner confiance en ce salarié ou cet agent, en sa capacité à rester agent et salarié justement. Et donc l'idée, c'est bien de partir sur les compétences professionnelles avant tout, avant de basculer ensuite sur des compétences plus génériques ou des compétences de base. Prise en compte des difficultés quotidiennes, c'est aussi très très important de se servir évidemment des situations de travail si possible pour essayer de faire en sorte d'avoir des dispositifs de formation qui soient très concrets et qui permettent aux salariés d'avoir une action de remédiation qui soit en lien avec son activité professionnelle. Donc il faut apporter dans tous les cas des ressources de nature psychologique, encore une fois pour redonner confiance et pour faire en sorte que ces agents ou ces salariés puissent sentir qu'il y a un projet collectif autour de leur situation. Pour schématiser et pour conclure rapidement, parce que le temps tourne, sur un parcours vertueux de remédiation possible. Donc l'idée pour moi, c'est de partir d'en bas à gauche pour votre écran, donc d'identifier des problématiques pratiques de la vie personnelle, de la vie professionnelle, mais
Alors si c'est professionnel, évidemment, pour moi, gestionnaire, et pour moi qui travaille essentiellement avec des dirigeants, des managers, c'est mieux. Maintenant, ça peut être aussi des problématiques personnelles, hein, évidemment. Donc, l'idée, c'est d'identifier ces problématiques pratiques et de travailler à des formations, à la régulation de ces problématiques pratiques, en faisant en sorte que les situations de travail ou les situations personnelles soient véritablement des bases d'apprentissage. L'idée, c'est de travailler sur l'amélioration des performances des salariés pour que ce soit rapide, pour que le retour sur investissement soit important. Et travailler sur cette amélioration de performance, ça va avoir un effet psychologique très important sur l'estime de soi de ces personnes, sa capacité à apprendre, sa capacité à retransférer ses acquis sur le poste de travail, sa capacité à rentrer dans un dispositif de formation pour que cet effet déclic dont je parlais tout à l'heure, cette clé motivationnelle soit activée et pour que ces salariés trouvent un intérêt ensuite à une formation complémentaire dans les compétences clés. Donc, on accepte d'autant plus un investissement en ressources si on a de nouveau confiance en soi, si on a de nouveau des éléments qui nous permettent de détecter quel est l'intérêt personnel et professionnel de rentrer dans ce dispositif. Donc ensuite, on peut aller évidemment vers des formations certifiantes. Tout à l'heure était cité le cas de Cléa. Ça peut être une très bonne piste pour aller plus loin. Mais l'idée, c'est véritablement d'essayer de créer un cercle vertueux où on va essayer de mettre en place une logique où petit à petit, le manque de ressources va se transformer en capacité à en investir pour qu'il y ait des gains, pour qu'il y ait des réussites, pour qu'il y ait une reprise de confiance en soi et qu'on soit vraiment dans cette dynamique positive d'apprentissage et de réapprentissage. Je vous donne un petit bilan de ce qui a été fait dans l'entreprise de logistique par rapport, vous vous souvenez, 2,8% de la masse salariale dans cette entreprise avec un certain nombre de coûts inhérents à des difficultés de maîtrise des compétences clés. Donc avec une entreprise, alors moi je ne suis pas formateur, hein, donc au bout d'un certain temps, évidemment, je me retire au profit de personnes qui sont beaucoup plus compétentes que moi, organismes de formation, pour mener à bien des actions. Donc là, effectivement, les personnes ont suivi un dispositif de formation qui était directement centré sur le poste de travail, sur les postes de travail. Et mon rôle a consisté à travailler avec cette structure quelques temps après, 4 mois après, pour voir un petit peu quels avaient été les effets de la formation. Donc on a repris ensemble le diagnostic et vous voyez sur la fin du diapo, là, on est arrivé ensemble à une estimation de baisse des dysfonctionnements qui avaient été détectés 4 mois auparavant de près de 50%, 45,5%. Donc ça veut dire qu'on a eu une diminution de près de la moitié de l'ensemble des pertes de temps, de l'ensemble des dysfonctionnements, de l'ensemble des glissements de fonctions qu'on avait pu détecter dans un premier temps pour justifier la formation. Donc un retour sur investissement qui, a priori, pour l'entreprise est très positif et qui permet aux salariés de rester employables dans la structure. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup pour votre attention et je passe la main du coup à Sylvie et Chantal pour cette partie sur les questions-réponses. Écoutez, déjà dans un premier temps, merci beaucoup pour cette très très belle intervention, parce qu'on a appris encore plein de nouvelles choses très intéressantes. Une question en particulier, c'était par rapport à l'accident de travail, arrêt maladie répétitif, comment sont-ils pris en compte? Et puis la notion aussi de contournement, comment les entreprises le prennent aussi en compte? Alors, accident de travail lié à des situations de manque de maîtrise des compétences clés, j'imagine que c'est cela. Et arrêt maladie répétitif dans la question, oui. Oui, alors arrêt maladie répétitif. Alors, l'idée évidemment, quand je travaille sur cette estimation d'impact économique, social, psychosocial, l'idée, c'est évidemment pas de stigmatiser tel ou tel salarié en disant que tel ou tel salarié est à l'origine de tel niveau de déperdition financière potentiellement et qu'il faut le mettre à la porte. L'idée, c'est absolument pas cela, évidemment. Donc, par rapport à vos questions, effectivement, l'idée, c'est d'essayer de détecter si oui ou non le fait d'être en difficulté par rapport à sa situation génère l'absentéisme. Ça peut être des arrêts maladie, ça peut être des arrêts ponctuels, ça peut être des absences. Et évidemment, les arrêts maladie, les absences en formation sont des choses qu'on évalue comme étant directement liées aux situations d'illettrisme. Accident de travail, honnêtement, j'ai jamais rencontré cette situation-là. Il n'y a aucune structure. Je ne fais que des entretiens, donc ça veut dire que je ne me sers que de ce dont je dispose en termes de données et d'informations. Je fais avec le discours des salariés, le discours des entreprises. Donc, j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer des structures qui m'ont signalé que le manque de maîtrise des compétences clés pouvait être à l'origine d'un accident de travail. Ça doit arriver, évidemment. Si ça devait arriver, on pourrait l'estimer,
éventuellement. Là, on est plutôt dans la stigmatisation, donc ce sera un petit peu compliqué, mais pourquoi pas, effectivement. Mais les arrêts maladie, les absences, les obligations de remplacer des personnes qui devaient être présentes par d'autres contractuels, intérimaires, peu importe, oui, ça fait partie du calcul. Ensuite, donc arrêt, accident et arrêt, et ensuite il y avait un deuxième niveau de question, et je vous avoue que j'ai oublié. C'était comment la notion de contournement, comment les entreprises le prenaient en compte? Alors, la notion de contournement, c'est l'idée de questionner l'entreprise sur tout ce qu'elle met en œuvre pour prendre en charge le travail d'une personne qui n'est pas en capacité de le faire. Tout à l'heure, je vous disais, qu'est-ce que je peux vous citer comme exemple? Ça peut être un cahier de consignes, ça peut être un carnet de transmission d'informations, ça peut être un reporting à faire, ça peut être un tableau à remplir sur un document informatique, ça peut être tout cela, ça peut être donc lié à toutes les stratégies que mettent en œuvre ces salariés pour contourner leurs difficultés. Et elles contournent leurs difficultés en faisant prendre en charge le travail par quelqu'un d'autre, donc par leur manager, par des collègues, par des ressources de proximité, on va dire. Donc ça, c'est un premier niveau de contournement. Un deuxième niveau de contournement, eh bien, c'est de se surinvestir pour faire en sorte de donner l'illusion d'une parfaite maîtrise de son travail, se surinvestir sur des éléments qui vont pouvoir leur permettre de valoriser leur savoir-faire technique. Parfois, ce sont des salariés qui ont développé un savoir-faire technique très, très, très important. Et qui vont se contraindre à mobiliser les connaissances qu'elles connaissent sur ces éléments techniques, en refusant parfois de prendre en charge d'autres activités, en refusant parfois d'évoluer en termes de poste, de mission d'activité, en refusant parfois d'utiliser certains outils. Donc tout ça a trait au contournement, effectivement. Donc ça veut dire tous les éléments que mettent en place les salariés pour ne pas faire le travail qu'on leur demande, tout en incitant, je ne sais pas comment exprimer la chose, mais tout en faisant en sorte que ce ne soit pas complètement trop perturbant pour la structure, évidemment. Donc parfois vous allez vous dire, celui-ci ne remplit jamais son tableau Excel, donc je le fais à sa place, et on institutionnalise le fait qu'on doive le faire à sa place. Parfois on se dit, celui-ci il exagère, il commence à m'énerver à jamais faire tout ça, et on ne sait pas, on ne détecte pas que c'est parce qu'il est en difficulté par rapport aux compétences clés qu'il ne le fait pas. Voilà. Donc on a parfois des structures qui pensent qu'on a, comme je vous le disais tout à l'heure, des frondeurs dans l'entreprise, alors qu'ils sont simplement en difficulté par rapport aux problématiques de maîtrise de l'écrit ou des compétences numériques, comme c'est le cas beaucoup aujourd'hui. Ça peut être, je finis, ça peut être aussi, pour être complètement complet, ça peut être aussi de la dissimulation, ça peut être le fait de cacher des fautes, ça peut être le fait de ne pas souhaiter rencontrer telle ou telle personne, ça peut être, vous voyez, l'exemple qu'on entend très souvent de j'ai oublié mes lunettes, c'est du contournement. Ça veut dire que je ne peux pas lire le document, est-ce que vous pouvez le lire à ma place? Voilà. Donc ça veut dire que j'ai souvent l'obligation de répéter des choses alors que j'estime que ça devrait être acquis, en tout cas que c'est affiché, comme c'est affiché, je ne devrais pas avoir à répéter les informations. Voilà, donc juste pour préciser qu'il n'y avait pas d'autres questions, donc la présentation était très très complète et on vous en remercie. Merci. Donc on va s'orienter là vers la conclusion. On va faire une conclusion à deux voix avec Sylvie et également vous laisser la main sur un petit point sur l'outil à venir en situation. Si vous voulez faire une conclusion sur le déploiement de l'outil. Sur le déploiement de l'outil, donc effectivement, c'est un outil, je vous le rappelle, qui est né des préconisations du rapport Janin-Hinquin de l'an dernier, donc qu'on a développé en début d'année. Évidemment, la Covid a mis un petit coup, pas d'arrêt, mais un petit coup de temps supplémentaire dans les délais par rapport au déploiement de l'outil. Donc l'outil est prêt, comme vous l'avez vu. Il a été testé à plusieurs reprises auprès de différentes structures pour voir s'il mesurait efficacement la situation des entreprises. Maintenant, il reste à travailler sur ce qu'on avait appelé le kit. Alors, ce ne sera probablement pas un kit de remédiation, ce sera plutôt un bouton pour aller plus loin, un bouton pour en savoir plus. Je ne sais pas encore. Donc l'Agence nationale
lutte contre l'illettrisme a repris le flambeau par rapport à cet outil et auprès des OPCO pour voir un petit peu comment est-ce qu'on pouvait donner une réponse aux répondants compte tenu de leur secteur d'activité dans un premier temps, donc avec l'idée de pouvoir nommer potentiellement un référent auprès des OPCO qui pourrait prendre en charge effectivement les personnes qui seraient susceptibles de vouloir aller plus loin par rapport à cela. Donc un groupe de travail des OPCO est en train de se mettre en place pour voir quelle réponse on apporte aux répondants à l'issue de ce diagnostic-là. Et à partir du moment où la réponse sera organisée, l'outil sera officialisé et mis sur le marché, entre guillemets. Il n'y a pas de marché, hein, ce sera évidemment mis à disposition de tous. Mais pour l'instant, il n'y a pas de mise en disposition tant qu'on n'est pas en capacité de pouvoir apporter des réponses derrière. Ce serait pas très intéressant et pas très intelligent. Donc sur l'échéance précise, je ne la connais pas puisque je ne maîtrise pas les agendas et calendriers ni du président, ni du directeur de la NLCI, ni des différents OPCO, ANFH, CNFPT qui doivent intervenir sur la suite à donner. Donc je ne peux pas vous dire précisément quand est-ce que l'outil sera disponible. J'ai bon espoir. On avait espoir d'une mise à disposition cette semaine-ci. Il faut d'abord un report de 1 ou 2 mois, peut-être d'ici fin d'année maximum, pour la mise en place effective de l'outil pour chacun des acteurs qui seraient intéressés par cela. Sylvie, je te laisse introduire la conclusion et puis je finirai avec quelques mots également. Oui, merci encore. Donc, c'est vrai que pour conclure, on a décidé de travailler un petit peu sur la complémentarité face à ce fléau. Comment entre Pôle emploi, les entreprises, les OPCO, les partenaires, comment on va tous travailler ensemble pour en faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Au niveau de Pôle emploi, on l'a bien vu, c'est un sujet qui est primordial. On a vu le nombre de collègues qui participent et je leur fais un petit clin d'œil. Notre objectif, ça va être au niveau de Pôle emploi, c'est comment sécuriser les compétences des futurs salariés, parce qu'on a aussi un rôle important à jouer. On voit bien le lien avec toutes les ressources énergétiques dont vous parliez. Et donc là, on peut mettre en place à la fois des accompagnements des demandeurs d'emploi et la valorisation de leurs compétences. On parle bien de compétences au niveau de Pôle emploi et de nos publics les peu qualifiés. On va mettre aussi en place Cléa, on en a beaucoup parlé. C'est vrai qu'en Normandie, il y a un gros travail de fait par rapport à la mise en place de cette certification qui est vraiment un atout pour les demandeurs d'emploi et je le rappelle, et aussi pour l'entreprise. C'est vraiment essentiel, entre autres pour la connaissance du socle de compétences de base qui sécurise éventuellement des formations ensuite internes en entreprise et qui peuvent aussi ensuite aller avec plus d'agilité sur des nouveaux postes et nouvelles compétences. Donc là, on a un rôle aussi important et aussi avant d'entrer en entreprise, la mise en place des formations, on voit bien avec le plan d'investissement des compétences, des formations du conseil régional, voire des formations avant embauche. Là, on a des financements au niveau de Pôle emploi, au niveau des OPCO, on a tout un travail à faire. Le deuxième challenge que nous aussi au niveau de Pôle emploi, on doit réaliser, c'est comment tous ensemble, on doit préparer les demandeurs d'emploi pour les métiers, les nouveaux métiers, en particulier des moins qualifiés, comment on peut les amener vers ces métiers, dont 85% des métiers en 2030 qui n'existent pas encore. Donc, on a tout un travail d'accompagnement de nos publics, de travailler avec les entreprises et les partenaires pour préparer l'avenir. Il y a tout ce calcul de risque d'électricité actuellement, mais comment on travaille aussi sur l'avenir. Et enfin, on voit bien que ce travail de complémentarité entre les partenaires dans la lutte contre ce fléau, ça se fait en particulier sur les territoires. C'est au niveau des territoires où ça se fait, où le lien entre nos équipes dédiées entreprises, les conseillers équipes dédiées entreprises, ils travaillent avec les entreprises, ils connaissent les entreprises, ils travaillent avec les partenaires, les organismes de formation, et c'est ensemble qu'ils vont arriver à travailler sur ces problématiques, entreprise par entreprise. Et ça, ce travail de nos équipes dédiées entreprises, elles le connaissent bien. Et là, ce webinaire a permis d'apporter des questions, des ouvertures, et éventuellement sur ce projet d'outil, quand il sera déployé, comment on pourra le mettre aussi en place via nos équipes dédiées entreprises, évidemment en lien avec nos partenaires. Donc, j'ai envie de rebondir sur la dynamique territoriale que tu mentionnais à l'instant, parce que vraiment, pour être au plus près des besoins des entreprises, il faut évidemment être au plus près du territoire et travailler en local dans une dynamique partenariale de l'ensemble des acteurs emploi-formation.
Alors, cette dynamique existe déjà et est clairement établie en Normandie. Aujourd'hui, j'ai quand même envie de souligner le contexte Covid, le contexte un peu difficile qu'on connaît aujourd'hui, qui va impacter évidemment notre dynamique partenariale, qui va la renforcer. Je voudrais repartir sur l'élément de base. Rappelons que 51% de personnes en situation d'illettrisme sont en emploi. Alors évidemment, Pascal Moulette l'a indiqué, derrière ce chiffre, on parle performance de l'entreprise, on parle coût financier, on parle bien-être de l'individu, bien-être au travail, l'entreprise, on parle également accompagnement du manager, d'autant plus dans un contexte Covid, pour repérer une personne en situation d'illettrisme, pour la faire monter en compétence sur les savoirs de base, pour repérer justement tout ce qui n'est pas forcément compétences et savoir écrire, savoir calculer, mais aussi les soft skills, d'autres compétences qui participent à l'activité professionnelle et qui ne sont pas forcément reconnues par un diplôme. Voilà. Le contexte Covid, aujourd'hui, change la dynamique territoriale à un niveau national, mais également, évidemment, et bien évidemment, en Normandie, avec des secteurs qui vont continuer à recruter, avec des métiers nouveaux. Alors, on a le contexte général, mais certainement des métiers vont être orientés sur la digitalisation, un peu plus qu'avant, avec des secteurs où il y a un risque de ne pas maintenir dans l'emploi. Et dans ce cadre-là, effectivement, des personnes, des individus, des collaborateurs risquent d'être amenés à changer de métier au sein d'une entreprise ou s'insérer dans une nouvelle entreprise et donc à changer de secteur d'activité. Voilà. Donc, si on transforme cette dynamique en une dynamique positive, on peut dire aussi que ce contexte est un moteur d'accélération de notre partenariat, du partenariat des différents acteurs de l'emploi, de la formation, de l'éducation. Alors, sans tous les citer, parce qu'on est nombreux, l'objectif étant de faciliter l'employabilité, la transition professionnelle et la reconversion professionnelle. Et là, je rebondis sur ce que Pascal Moulette précisait tout à l'heure en termes de retour d'investissement de la formation et l'importance d'établir des parcours de formation cohérents, locaux et en adéquation avec les besoins en compétences des entreprises. Voilà, sans en dire plus et sans développer plus, on voulait également fortement, pour conclure, remercier Pascal Moulette de son intervention qui était extrêmement riche. À Sandra Dos Santos également d'avoir introduit et préparé l'ensemble du webinaire. Jean-Paul Choulan, Sylvie Leroux. Alors, je ne cite pas toutes les instances, mais elles ont été présentées, toutes les organisations en introduction. Merci pour vos questions. Je voulais préciser qu'en Normandie, effectivement, cette semaine de l'illettrisme est un événement fort où il y a différentes actions durant cette semaine de l'illettrisme et qu'elles sont toutes disponibles. Vous pouvez en prendre connaissance sur le site de la NLCI. Sandra précisait qu'il y avait à peu près 80 actions, c'est ça ? 80 actions en Normandie. 80 actions menées en Normandie. Alors évidemment, je m'intéresse un peu plus, enfin beaucoup, pas un peu plus, mais plus particulièrement sur l'axe entreprise. Je noterai que jeudi prochain, il y a par rapport à tout ce qu'on a dit, un développement sur la filière agroalimentaire. Voilà, avec la présentation, le témoignage notamment d'une entreprise qui est fortement investie dans ce contexte Covid et depuis de longues dates dans la lutte contre l'illettrisme. Voilà. Peut-être Sandra a-t-elle un petit mot de la fin à ajouter ? Juste dire un petit peu, vous remercier, remercier tous les participants aussi, et évidemment Pascal Moulette pour cette intervention. Et je vous avais mis le lien dans le chat pour accéder au diaporama, mais on vous l'enverra également par mail, voilà, parce qu'il y a des gens qui, évidemment, le temps passant, ont dû partir, donc on fera un mail à tout le monde. Et moi, je dirais, rendez-vous à tous pour la suite de tout ce travail très vite, voilà. Merci en tout cas d'avoir été aussi nombreux et présents à nous écouter et à très bientôt pour la plupart d'entre vous sur le terrain. Merci.